Salut à tous et bienvenue dans le chapitre final de cette série sur la guerre en Ukraine. Après avoir rappelé l'origine du conflit, dénoncé les réactions stupides et les appels à la guerre, expliqué l'inefficacité des sanctions économiques, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On voit passer des dingueries sur cette chaîne, mais alors là, on va plonger dans un monde de débilité qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous l'avez compris, on va commencer à parler des sanctions sur l'énergie. Oui, commencez seulement, parce que ça va être assez dense en informations et je voulais pas vous balancer un pavé d'1h30 bourré de chiffres et de faits, on a oublié le début quand on arrive à la fin. Donc j'ai découpé ça en 4 vidéos qui sortiront assez vite, et après ça, vous saurez pourquoi vous aurez froid cet hiver pour économiser l'énergie, tout en regardant une Coupe du Monde de foot dans des tombeaux climatisés au milieu du désert. À condition d'avoir de l'électricité, et surtout les moyens de la payer. Et ça c'est pas garanti. Comme vous le savez, la grande idée de nos gestionnaires de l'année pour mettre fin à la guerre en Ukraine, c'était de soutenir l'effort de guerre ukrainien, sur le plan financier et militaire, tout en coupant les ressources de la Russie. Le différentiel ainsi créé devait empêcher Poutine de poursuivre son opération spéciale, et les esprits les plus dégénérés espéraient entraîner l'effondrement économique de la Russie et le renversement de son dictateur. Je souhaite que l'écarte du pouvoir son peuple, c'est-à-dire les femmes et les hommes vaillants qui, au péril de leur vie et de leur liberté, manifestent tous les jours dans les rues de Saint-Pétersbourg. Comment on fait? Parce que c'est lui l'interlocuteur. Faut quand même qu'il c'est eux qui vont l'écarter du pouvoir. Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Mais comme la plupart des sanctions économiques étaient assez cosmétiques et les envois d'armes limités pour des raisons logistiques, techniques ou de production, c'était loin d'être à la hauteur. C'est ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Seules les sanctions sur l'énergie avaient le potentiel pour flinguer la Russie en quelques mois et pour plusieurs années. Encore faut-il en avoir les moyens. Commençons par quelques infos de base pour poser la situation. L'État russe est financé à 40% par les taxes sur les ventes de l'industrie extractive au sens large. Donc matières premières et énergie. En vérité, c'est surtout du pétrole. Ces ventes représentent 60% de la totalité de ses exportations, dont une bonne moitié part en direction de l'Union européenne. Grâce à cela, la Russie a un excédent commercial structurel vis-à-vis de l'Union européenne, qui oscille entre 40 et 80 milliards d'euros par an depuis plus de 10 ans. Et c'est la même chose envers d'autres régions du monde. Par conséquent, la Russie a constitué d'importantes réserves de change qui atteignaient 643 milliards de dollars, toutes devises confondues, en février 2022. Ces réserves lui permettraient de soutenir le cours du rouble et de financer ses importations pour plusieurs années, malgré d'éventuelles sanctions. Il est donc crucial pour l'efficacité des sanctions de la couper à la fois de ses ressources financières sur l'énergie, mais aussi de son trésor de guerre accumulé au fil des années. C'est à cette fin qu'ils ont pris les fameuses sanctions politiques et économiques pour l'empêcher d'échanger secteur par secteur. C'est ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Et puis ils ont essayé de prendre une sanction plus générale sur les transactions financières en coupant la Russie du système SWIFT. Pour décrire ce système rapidement, il s'agit d'un intermédiaire qui permet aux banques et aux sociétés financières de toute la planète d'échanger des ordres de transactions. Le système a un rôle normatif et de garant. La norme permet d'exprimer les ordres dans un langage commun, et la garantie sécurise les transactions. Une fois qu'un ordre est passé dans SWIFT, aucune banque ne peut nier avoir émis ou reçu un message. Au fil des années, c'est devenu un élément essentiel du système financier mondialisé. Couper la Russie de ce système compliquerait, voire même empêcherait la Russie d'échanger avec tous les pays du monde, y compris ceux qui n'ont pas pris de sanctions. C'est donc une arme nucléaire économique, mais qui n'est pas sans conséquences. La Russie est un acteur majeur de cette plateforme avec environ 300 membres, ce qui la place en deuxième position après les États-Unis. Restreindre l'accès de ces 300 institutions à la plateforme implique nécessairement un ralentissement important des échanges financiers avec la Russie, et donc une baisse de revenus substantielle à court terme, avec de surcroît un impact économique majeur pour l'ensemble des Russes et de tous leurs partenaires commerciaux. Et parmi ces partenaires commerciaux, certains pays européens se sont inquiétés de ne plus pouvoir payer leur gaz ou leur pétrole russe. On pense aussi aux conséquences diplomatiques qu'aurait une coupure totale, notamment envers des pays qui sont dépendants des exportations russes, que ce soit pour nourrir leur population, leur approvisionnement énergétique en métaux, etc. Alors au début, il était question de couper totalement la Russie du système SWIFT,
Macron avait assuré les Ukrainiens de son soutien à cette mesure. Mais après les chamailleries européennes habituelles, la réalité s'est imposée. L'UE a fini par pondre un règlement qui a conduit SWIFT à exclure seulement 7 banques russes et 3 banques biélorusses. Comme on peut le voir sur ce graphique, les banques russes exclues, indiquées en rouge, ne sont pas les plus importantes du pays. Elles auraient été ciblées en raison de leur lien avec le gouvernement russe et de leur importance dans le financement de l'effort de guerre. Évidemment, on a soigneusement évité de couper Sberbank et Gazprombank, qui sont les principaux canaux de paiement du gaz russe par les pays de l'UE. Il reste donc 293 établissements financiers russes sur 300 qui ont accès à SWIFT. Pas de quoi couper la Russie du reste du monde, hein. Quant aux banques sanctionnées, elles peuvent toujours se tourner vers des solutions de repli, comme le système russe SPFS ou chinois CIPS. Ce sont des équivalents au système SWIFT, mais en moins abouti et moins répandu. Notons que le système russe est né en 2014, suite à de premières menaces de coupure de SWIFT. Là aussi, on voit que les sanctions ne font pas reculer le pays visé, mais le poussent à conquérir son indépendance vis-à-vis des pays hostiles. La concrétisation de cette sanction aujourd'hui ne va faire qu'accélérer le développement de ces systèmes alternatifs, qui vont sûrement intéresser beaucoup de pays dans le monde, qui n'ont pas forcément envie d'être pris en otage par l'instrumentalisation politique d'un moyen de paiement essentiel pour les échanges internationaux. Ça, on peut dire que les Occidentaux ont l'art de saboter leurs atouts et de renforcer leurs concurrents. Bon, de toute façon, les banques russes coupées de SWIFT peuvent toujours utiliser les autres banques russes comme intermédiaires. Alors c'est vrai qu'elles risquent d'être sanctionnées à leur tour si elles font ça, mais encore faut-il pouvoir prouver qu'elles contournent les sanctions, et encore faut-il en avoir l'envie. Et si on n'a pas déconnecté toute la Russie dès le premier jour, c'est bien parce qu'on ne veut pas subir les conséquences que ça aurait sur l'économie mondiale ou sur l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Le résultat, c'est qu'on a pourri la confiance dans le système SWIFT sans parvenir à couper la Russie de ses ressources, parce qu'on n'est pas capable de se passer de ses produits. Finalement, c'est encore une décision symbolique, prise au prétexte qu'on ne peut pas ne rien faire. L'arme nucléaire financière s'est transformée en paix dans l'eau, tant et si bien qu'après quelques effets d'annonce retentissants, on n'en a plus du tout parlé. Ceci étant dit, même prise à minima, cette sanction a évidemment des conséquences importantes pour les banques visées, et couplée aux autres sanctions, on pouvait croire à un début de désastre économique pour la Russie. Le rouble perdait 50% de sa valeur, passant de 85 à 170 roubles pour 1 euro. Les inquiétudes sur le système financier ont poussé les épargnants à retirer leur argent des banques, ce qui les fragilise encore plus, et à fuir le rouble, soit en dépensant comme des dingues, ce qui fait monter l'inflation, soit en le changeant contre des devises étrangères, ce qui fait encore plus baisser le rouble. Pour faire face à ce désastre financier imminent, la Russie a sorti la trousse à outils habituelle. Augmentation des taux directeurs de la Banque centrale de 9,5 à 20% pour soutenir la valeur du rouble, contrôle des capitaux, limitation des retraits en devises étrangères, etc. Et surtout, elle comptait sur ces énormes réserves de devises accumulées au fil des années pour acheter du temps. On vend des devises pour acheter du rouble pour maintenir le cours. Sauf que, environ la moitié de ces réserves ont été gelées par les pays occidentaux au tout début du conflit. Faute de pouvoir bloquer le flux d'argent avec SWIFT, les Occidentaux se sont attaqués au stock. Puisqu'on peut pas t'empêcher de remplir ton coffre-fort, on va t'empêcher d'en avoir l'accès. Il est difficile d'évaluer les montants gelés, mais selon des estimations, ce sont 300 milliards de dollars de réserves de change de la Banque centrale russe qui ont été gelés à travers le monde, c'est-à-dire par les banques centrales des pays occidentaux, États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Union européenne. L'Union européenne est allée encore plus loin en proposant de confisquer ces réserves pour financer la résistance et la reconstruction de l'Ukraine. Quoi qu'on en pense, on appelle ça du vol. J'aime pas trop les voleurs et... Ce qui pose des petits problèmes juridiques, mais aussi de confiance dans l'euro. Comme pour SWIFT, d'autres pays qui ont des excédents en euros pourraient s'inquiéter de l'instrumentalisation politique des réserves de change et se demander s'il est bien prudent de les conserver. Donc tous les pays occidentaux qui ont pris cette sanction se tirent une balle dans le pied puisqu'ils sapent la confiance dans la monnaie et dans la sécurité juridique, qui est un élément essentiel pour attirer des investisseurs étrangers ou pour que leur monnaie continue d'être considérée comme des monnaies de réserve. Ce n'est pas un hasard si quelques semaines plus tard, l'Arabie Saoudite annonçait son intention de se faire payer le pétrole qu'elle vend à la Chine en yuan et plus en dollars. Alors il faut savoir que l'Union européenne, qui ne rate jamais une occasion de faire de la merde, s'est tiré une deuxième balle dans le pied avec cette décision, en lançant les hostilités sur le gaz et le pétrole russe dont elle est fortement dépendante et dont elle tirait des avantages énormes.
Là aussi, il faut rappeler quelques éléments importants pour comprendre la situation. Alors les chiffres varient un petit peu d'un site à l'autre en fonction des années, c'est un peu compliqué, mais en gros, les imports d'énergie fossile russe en Europe comptent pour 50% de ces imports de charbon, 20 à 25% pour le pétrole et environ 45% pour le gaz. Mais il faut relativiser ces chiffres de deux façons. Déjà, les 45% d'imports sur le gaz ne représentent que 19% de la consommation. C'est entre 16 et 20% pour le pétrole. Ensuite, il faut s'intéresser au volume. Les achats de charbon russes par l'Union européenne ont atteint en 2021 5,16 milliards d'euros. C'est 71 milliards pour le pétrole et 16,3 milliards pour le gaz. Et enfin, pour bien comprendre la situation, il faut voir que tous les pays européens ne sont pas exposés de la même façon à cette dépendance. Certains pays de l'Est sont dépendants à 100% des imports de gaz russe, quand d'autres pays, plus à l'Ouest, ont des approvisionnements plus diversifiés, comme la France, qui n'achète que 17% de son gaz à la Russie. Mais là aussi, les pourcentages masquent la réalité des volumes. Avec son petit 17%, la France achète 4 fois plus de gaz à la Russie que la Lettonie. Ainsi, les plus gros acheteurs européens de gaz russe ne sont pas les pays de l'Est, ce sont l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Si la Russie a effectivement besoin des rentrées d'argent venant de l'Union européenne, on va voir que l'Union européenne a encore plus besoin de son pétrole et de son gaz. Les hésitations autour de l'expulsion de la Russie du système SWIFT ont bien montré qu'on ne pouvait pas se passer de ces échanges. Le pognon, ça s'imprime, pas le pétrole. En bloquant les réserves en euros de la Russie, déjà on bloque une somme colossale, mais en plus les Européens ont pensé trouver le moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Avoir le gaz russe sans participer au financement de la guerre. On achète le gaz à la Russie, on le paye sur un compte en euros à la BCE comme d'habitude, et on gèle cet argent jusqu'à nouvel ordre pour que les Russes ne puissent pas s'en servir. Comme ça on a le gaz et l'esprit tranquille. Astucieux! Il y a un truc auquel ils n'ont pas pensé par contre, c'est que ça équivaut à ne pas payer. Les Russes devraient donc vendre leur gaz contre rien. N'ayant rien à perdre, ils ont expliqué aux Européens et aux autres pays inamicaux qu'à partir du 1er avril, ils devraient payer leur gaz en roubles, faute de quoi ils couperaient les vannes. Ah! L'Europe va-t-elle être privée de gaz russe? Poutine a donc fait volte-face hier soir. Après avoir accepté dans un premier temps que son gaz lui soit payé en roubles ou en euros, il a finalement décidé que ce ne serait qu'en roubles et à partir d'aujourd'hui. Écoutez-le. Aujourd'hui, j'ai signé un décret qui établit de nouvelles règles dans les contrats du gaz russe avec les États dits hostiles. Nous proposons des contreparties à ces pays, un schéma clair et transparent. Pour acheter du gaz russe, ils devront ouvrir des comptes en roubles dans des banques russes. Ce sont ces comptes qui seront utilisés pour payer les approvisionnements en gaz à partir de demain. Une demande immédiatement rejetée par les dirigeants européens, arguant qu'il s'agit d'une modification unilatérale et injustifiée des contrats, et il est légitime de la rejeter, ces contrats ne prévoyant que des paiements en euros ou en dollars. Oh, eh ben voyons. Comme si les sanctions européennes avaient été prises dans le souci du respect des contrats préexistants, hein, bien sûr. Ils ajoutent que cela représenterait une violation des sanctions imposées par l'Union européenne, exposant les entreprises qui paieraient en roubles à des poursuites. Alors, fin avril, la Russie mettait ses menaces à exécution, en coupant le gaz à la Pologne et à la Bulgarie notamment, qui refusaient de payer en roubles. Face à l'imminence des échéances de paiement dans d'autres pays européens qui ne voulaient pas subir le même sort, les refus se sont légèrement assouplis. Et 2 semaines plus tard, la moitié des clients de Gazprom annonçaient avoir ouvert un compte en roubles pour payer leur gaz. Alors rassurez-vous, pour sauver les apparences, elles payeront d'abord leur gaz en euros sur un premier compte chez Gazprom Bank, qui sera converti en roubles sur un deuxième compte. Il faudra aussi fournir une sorte de déclaration dans laquelle ces entreprises certifient ne pas avoir versé le moindre rouble. Une solution qui permet à tout le monde de sauver la face. L'Union européenne n'a pas besoin de dégeler les comptes de la Banque centrale russe pour acheter du gaz. Les contrats sont respectés en apparence, puisque le premier versement se fait en euros ou en dollars. Et les sanctions sont respectées en apparence, puisqu'il n'y a pas de versement direct en roubles. De son côté, la Russie obtient ce qu'elle voulait, en se faisant vraiment payer pour son gaz, grâce à un circuit de paiement qui contourne le gel de ses réserves de change. La Russie est donc toujours privée de l'accès à son stock, mais le flux continue d'arriver.
L'Union européenne a donc échoué une fois de plus à bloquer le flux d'argent qui finance la Russie. Il nous a possédés. Au passage, la zone euro perd l'énorme avantage de pouvoir payer une part importante de son énergie et de ses matières premières en euros, ce qui soutenait le cours de cette monnaie. Et en plus, comme ça se fait habituellement, les réserves de change russes étaient placées sur des dettes souveraines de la zone euro, dont le rendement était nul ou négatif ces dernières années. Ça équivaut finalement à avoir une sorte de rabais sur les achats en Russie, parce qu'on paye, puis ils nous rendent une partie de l'argent à travers les taux négatifs. Et en plus, ça soutenait la capacité d'endettement des États européens qui en ont bien besoin. Tant pis, la BCE imprimera plus de pognon, c'est pas grave. C'est pour cette raison que la simple annonce de la vente du fourbi russe en roubles a eu un effet immédiat sur le cours de cette monnaie, remontant aussi vite qu'elle était descendue à son niveau d'avant-guerre, autour de 87 roubles pour 1 euro, puis gagnant encore 38% pour atteindre 54 roubles pour 1 euro. Un niveau jamais atteint depuis 2015, faisant du rouble la monnaie la plus performante du monde en 2022. Pendant ce temps, l'euro se pétait la gueule, perdant 20% pour atteindre son niveau le plus bas depuis 20 ans. Tout d'un coup, il valait mieux pour les Russes d'avoir des roubles sur leur compte que des devises étrangères. Cette remontée de la monnaie a évacué pas mal de problèmes internes à l'économie russe, liés à la confiance dans la monnaie et dans le système bancaire. Et la Russie a pu lever la plupart des mesures de soutien à l'économie qu'ils avaient prises à cause des sanctions, comme l'obligation pour les entreprises de convertir leurs devises étrangères en roubles. La Banque centrale russe, qui avait monté son taux directeur à 20%, a pu le ramener à son niveau d'avant-guerre à 9,5% et a même dû le baisser à 8%. Car maintenant la Russie a un nouveau problème. Le rouble est trop haut par rapport à la santé de son économie. Ce cours est dopé par les matières premières, ce qui étouffe les autres secteurs qui ne sont pas aussi attractifs. Donc en ce moment, ils essayent de maintenir le cours autour de 70 roubles pour 1 euro. Ce qui n'est pas facile, puisque les dirigeants européens semblent avoir décidé de compliquer la vie aux Russes en suicidant l'économie européenne. Bref, les européistes ont fini par comprendre qu'ils ne pourraient pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et il est devenu évident qu'on ne pourra pas sanctionner efficacement la Russie tant qu'on achètera toutes ces énergies fossiles. Puisqu'on n'arrive pas à bloquer les transactions sur les énergies qui financent l'État russe, les européistes ont eu une brillante idée. On va interdire d'en acheter en décrétant des embargos. Oh, ok. À force de dépenser l'argent à Bruxelles et de faire payer la note aux États membres, les européistes semblent avoir dissocié l'acte d'achat de l'acte de paiement. Pour eux, il n'y a pas de lien. Ils n'ont pas compris que si on ne peut pas s'empêcher de payer les énergies russes, c'est précisément parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'en acheter. Il y a un problème de dépendance structurelle, les gars, et il faudra plus qu'un décret d'intention à la tribune pour le régler. Mais ça, ils n'ont pas compris. Alors je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour suivre une nouvelle aventure de nos gestionnaires de l'année, pleine de décisions débiles, non préparées, aux conséquences contre-productives. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail via Tipeee ou en faisant un tour sur notre glorieuse boutique zoneartisanale.com. Sur ce, à la prochaine.